Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Cour commune. Aujourd'hui, nous faisons un tour dans les familles. Quand on était jeune, on se demandait si nos parents avaient été tout petits, s'ils ont vécu les mêmes choses, s'ils ont eu les mêmes sentiments que nous. Eh bien oui. Oui, ils l'ont été et leurs parents sont les preuves vivantes. En réalité, ce sont eux qui peuvent réellement nous donner les preuves, nous raconter comment c'était avec eux. Est-ce que nous avons une bonne relation avec nos grands-parents? Nous allons en parler sur le plateau de la Cour commune aujourd'hui. Quelle place donc pour eux dans notre famille, dans notre société? Nos invités vont nous le dire et surtout vont nous partager donc quelques anecdotes sur leur vie, pourquoi pas. Alors, sur le plateau, pour l'instant, je suis avec Caleb Sosoupé. Bonjour. Bonjour Madame Brunel, bonjour chers téléspectateurs. Un bonjour particulier aux grands-parents, à ceux qui ont déjà la chance d'avoir des petits-enfants. Longue vie à vous depuis le plateau de télévision. Merci beaucoup, Caleb. C'est un plaisir. Alors, chers amis téléspectateurs, n'oubliez pas, vos appels sont attendus, vos messages également. Et les appels sont sur le numéro 98 80 93 111, le 98 80 93 111, ou encore, si ce sont les messages via WhatsApp, donc le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. Les numéros vont défiler et s'afficher en bas de vos écrans. Alors, Caleb Sosoupé, les grands-parents, quand on dit grands-parents pour vous, c'est qui? Alors, merci Madame Brunel. Un grand-parent, c'est ce qu'on appelle aussi un aïeul. C'est l'ascendant direct de l'un ou l'autre de vos parents. Pour être plus explicite, vos grands-parents paternels sont les ascendants directs, c'est-à-dire le père et la mère de votre papa. Et de l'autre côté, vos grands-parents maternels, le père et la mère. Mais bon, quand on est en Afrique aussi, il faut savoir y ajouter les oncles. C'est ça. Les oncles de vos parents, de vos qui sont parents, vos qui sont grands-parents. aussi vos grands-parents, surtout exceptionnellement lorsque l'un de vos grands-parents n'est plus là. Alors, les grands-parents, vous l'avez dit, surtout en Afrique, c'est beaucoup de personnes qui vous entourent. Quand on parle de rôle, je ne sais pas, peut-être que vous les avez côtoyés, vous allez nous dire un peu plus tard. Mais déjà, quand on parle de rôle de grands-parents, qu'est-ce qu'on peut leur attribuer comme rôle? Alors, les grands-parents, c'est normalement, c'est le socle sur lequel le nouveau couple ou le nouveau foyer doit pouvoir s'appuyer pour les défis du futur auxquels ils seront confrontés. Les grands-parents, c'est quand même deux couples, quand même. C'est deux couples, quatre personnes qui ont déjà de l'expérience, deux femmes pour la nouvelle mariée, la mère, deux hommes pour aider le futur papa ou le nouveau marié. C'est quand même une réserve, toute une panoplie d'expériences et de vécu qu'ils peuvent partager avec le nouveau foyer. Maintenant, bon, le rôle des grands-parents, ce que je viens de dire, c'est le rôle vu du premier regard en fonction des réalités de chaque foyer. Et il y a des rôles dont les grands-parents se sentent naturellement investis. Très bien. Alors, vous les avez côtoyés? Oh oui, c'est une chance que j'ai. Je profite du plateau de télé pour faire un bonjour très amical à mon grand-père et à ma grand-mère. Qui est encore là? Voilà, ils sont tous là. C'est une chance. C'est une chance que beaucoup n'ont pas. Très bien. Et après les avoir côtoyés, moi, je voudrais bien savoir, parce que vous avez dit un socle et donc, disons, une aide pour la famille également. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, vous, en tant que petit enfant? Alors, quand vous êtes enfant et que vous vivez dans une famille, surtout une famille qui n'a pas émergé à Cotonou, une famille des zones un peu plus éloignées, pas reculées, mais des zones un peu plus éloignées de Cotonou, les parents sont en griffe, se comportent comme des diables. Ils vous prennent comme leur adversaire au lieu de vous prendre simplement comme leurs enfants. Les grands-parents, surtout la grand-mère,
et plus principalement la grand-mère maternelle, vous offre ce refuge que vous n'avez pas avec vos parents. Vos parents qui, du fait du manque d'expérience, ne savent pas que vous êtes enfant et que vous avez encore le droit de commettre certains péchés, que vous avez le droit de faire des erreurs. Et il y a de ces fois où, parce que vous avez fait une erreur aussi minime soit-elle, vos parents vont vous bastonner, vos parents vont même aller au-delà de la punition. Et vos grands-parents sont ceux vers qui vous vous retournez. Non, non, non. Quand le grand-parent finit par prendre le rôle de celui qui sauve l'enfant, petit à petit, sans le savoir, il commence par pousser l'enfant à la révolte envers ses parents. Ce n'est pas toujours bien. Mais les grands-parents sont le refuge pour s'extirper un tant soit peu de cette punition, le temps de venir dire ce que vous avez fait et le temps de permettre aux grands-parents de vous dire voilà, telle chose que tu as fait là, ce n'était pas bien. Et aussi de pouvoir, en passant, en votre absence, pouvoir rappeler à l'autre vos parents et leur dire écoutez, ce n'est pas forcément la chicotte et l'excès de violence qui permet de contenir un enfant. C'est vrai que, et justement, dans cette période-là, on se demande si les parents n'ont pas été petits, si les parents ont vraiment vécu tout ce qu'on vit aussi. Et on se pose beaucoup de questions. Bon, moi, j'ai l'habitude de répéter un truc, être parent, être grand-parent, être enfant, ça ne s'apprend pas à l'école. On est confronté à la réalité. Nos parents ne l'ont appris nulle part. Je prends juste l'exemple palpable des enseignants. Nous avons des enseignants qui ont repris des classes pas possible, des nombres exorbitants de fois. Mais aujourd'hui, juste parce qu'ils sont enseignants, ils punissent les enfants. Ils oublient qu'à l'époque, ils avaient eu des difficultés aussi. C'est dit qu'on n'a pas forcément une mémoire de ce qu'on a fait quand on était enfant. Et dans l'exercice de son rôle à soi, voilà, on oublie beaucoup de choses et on veut que l'enfant fasse ce qui doit être fait en oubliant que l'enfant n'est pas un robot, et que l'enfant aussi a une mémoire, une conscience. L'enfant a besoin d'apprendre par lui-même. À ses propres moyens. Voilà. Très bien. Alors, Khaled, je propose tout simplement de faire un tour à la régie. Voilà, retour sur le plateau. Michael Fofin, grâce à vous, j'aime la vie grâce à vous, a-t-il dit. Caleb Soussoukwe, c'est bien cela, quand on transmet assez bien tout ce qu'il faut, en réalité, l'enfant grandit sereinement. Bien évidemment. Quand on a la dextérité de transmettre comme cela se doit tout ce qu'il faut, avec tout l'amour nécessaire, j'insiste sur l'amour parce que la chose qui lie les parents avec les enfants le plus, c'est l'amour que vous leur témoignez. Les enfants grandissent, s'épanouissent et ne peuvent même pas se passer de vous. Très bien. Alors, un autre rôle qu'on peut voir avec les grands-parents, c'est bien la transmission de l'histoire. L'histoire, c'est vrai que les parents n'ont pas toujours le temps d'échanger, de discuter, de vous dire comment ça se passait avant. Et c'est quand vous allez vers les grands-parents, bon, peut-être qu'ils sont déjà aussi à la retraite, qu'ils sont beaucoup plus disponibles. Et donc, on en apprend davantage sur tout ce qui s'était passé. Tout à fait. Et les grands-parents, dans leur quête de se faire une place dans la vie des petits-enfants, trouvent toujours les petites histoires de la famille. C'est grâce aux grands-parents, par exemple, que vous allez en savoir un peu plus sur vos oncles. Ces personnes-là qui viennent à la maison, qui grondent, sans que vous sachiez, mais c'est qui la personne? Pourquoi il se permet de se comporter comme s'il était chez lui? Voilà, oui. C'est grâce aux grands-parents que vous finissez par comprendre que, attention, c'est un type important dans la famille puisque c'est l'enfant de mémé, c'est l'enfant de papy et c'est le frère de papa. Quand on est enfant, on n'a pas beaucoup trop une définition directe de quelqu'un qui est frère de son père. Hein, c'est grâce aux grands-parents qu'on voit de façon globale que, attention, c'est un type qui a sa place au milieu de nous. Donc, ce sont nos grands-parents qui nous disent, oui, comment nos parents s'étaient comportés avant, pourquoi telle chose dans la vie actuelle de nos parents et quel a été leur vécu à eux,
comment a été l'enfance de nos parents actuels. Très bien. Ça me rappelle que quand vous allez justement en famille, on vous demande tu connais telle personne, et quand vous dites non, c'est que bon, alors qu'on vous l'a déjà présenté 2 fois, à 3 fois, il y a problème. Voilà. Et les parents n'ont pas souvent le temps de présenter les personnes comme cela se doit. Écoute, bonjour, oui, tu le connais, c'est ton oncle. Des fois, ça ne suffit pas. Ce sont les grands-parents qui vous présentent la personne avec tous les détails possibles. Ce qui fait que quand un jour, la même personne revient et que vous dites que vous ne la connaissez pas, on vous regarde d'un mauvais œil. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, autre rôle pour les grands-parents, pourquoi pas la transmission des valeurs. Les valeurs, c'est important, même si dans l'éducation aussi, les parents s'y attellent. Mais peut-être qu'avec les grands-parents, c'est plus simple. Caleb. Bien sûr. Les parents, le problème avec les parents, c'est qu'ils sont tiraillés par la vie de tous les jours. Le papa est actuellement en train de bâtir son empire. La maman est tiraillée de tous les côtés par les travaux domestiques et beaucoup plus occupée à jouer à la bonne femme au foyer. Et donc, ce qui fait qu'il y a des valeurs, certaines valeurs de base que les parents n'ont pas forcément le temps d'inculquer aux petits-enfants. Ce sont les grands-parents qui enseignent beaucoup plus la politesse à l'enfant, par exemple. Parce que vous avez tellement développé une relation de proximité avec vos parents que vous vous permettez de les tutoyer. En griffe, parce que pour certaines personnes, pour les parents qui acceptent. Sinon que vous permettez de leur parler comme si vous étiez sur les mêmes pieds d'estal. Et ce sont vos grands-parents qui vous ramènent souvent à l'ordre. Quand un oncle vient et que vous ne le saluez pas comme cela se doit, ce sont les grands-parents qui vous rappellent à l'ordre et qui disent « tu n'as pas bien salué telle personne ». Sinon que les parents... L'autre aspect qui me vient à l'esprit, c'est souvent quand vous vivez dans une cour commune et que vos parents ont des problèmes avec des colocataires et autres, si vous ne savez pas faire, que vous allez vous en tenir uniquement à vos parents, vous risquez de ne pas saluer certaines personnes dans la maison. Ce sont vos grands-parents qui vous montrent que, attention, un petit ne s'implique pas dans le conflit. Des grandes personnes, vous êtes tenu de saluer quelque chose qui se passe. Donc, ils nous transmettent les valeurs de la vie, et surtout aussi la vie en société. Oui, c'est vrai. Il faut saluer telle personne, comment il faut se comporter quand on est avec des amis, dans la famille aussi. Beaucoup de choses qu'on apprend des grands-parents. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'histoire, la transmission de l'histoire, et justement, cette partie du rôle des grands-parents fait sentir aussi à l'enfant, oui, le petit enfant, qu'il fait partie d'une grande famille, qu'il fait partie d'une lignée, qui n'est pas tout seul, qu'il a du soutien et qui peut compter sur des personnes. Et surtout qu'il y a, au-delà des parents, il y a ce qu'on appelle aussi la famille élargie. C'est ça. Et ça permet à l'enfant de savoir que, voilà, papa aussi avait des parents, papa avait des frères, papi avait aussi des parents, papi avait des frères. Et des gens ont vécu avant moi et ont porté ce nom de famille-là, se sont comportés de telle manière. Et si telle chose aujourd'hui est à tel endroit dans notre village, c'est pour telle et telle raison. Ça lui permet d'avoir son mot à dire dans les discussions avec ses amis. Ça lui permet d'être un peu plus cultivé. Et c'est souvent là aussi, les grands-parents ont cette manie de transmettre les histoires à moitié pour éveiller la curiosité de l'enfant. Et c'est à l'avantage de l'enfant puisque toute la vie est faite de curiosité en fait. Donc plus l'enfant cherche à en savoir, plus on lui en dit. Et avec le temps, l'enfant déjà à un certain âge a déjà tout un bagage d'histoire et sait déjà d'où il vient, quelle est son histoire personnelle. Connaître son histoire, en quoi réellement c'est important pour le développement de l'enfant? Oh là là, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir d'où on vient. Si l'enfant ne connaît pas son histoire, l'enfant peut passer son temps à envier les autres enfants de son âge dans la même maison, dans le même quartier. Il faut que l'enfant soit au courant de certaines réalités, de certaines choses qui sont intrinsèques à eux. Et que l'enfant sache que oui,
Et dans chaque famille, il y a des particularités, il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que, au nom de l'expérience que certains ont déjà vécu dans ce domaine-là. Donc, je pense personnellement que l'histoire, elle est très importante pour les enfants. En tout cas, pour tout enfant qui se veut épanoui, l'histoire familiale, bon, pas l'histoire écrite sur des pages, hein, non, non, non. L'histoire, le juste milieu, l'essentiel est toujours important. Très bien. Alors, au travers aussi des grands-parents qui voient en leurs petits-enfants la continuité aussi de la lignée, parce que on va pas dire que après mon fils, ça s'est arrêté. Ils voient que bon, il y a quand même, on a produit un certain nombre de choses qui va continuer après nous. Et il y a cette fierté aussi qui est là. Et surtout le sentiment de longévité. Oui, Les grands-parents. parce qu'il y a les jeunes voilà. qui nous entourent et tout. Le fait de savoir que c'est de moi que tous ceux-là sont venus, ça donne une sensation de longévité. Et effectivement, ils voient la continuité. Et ils savent que voilà, ils ont joué leur partition en faisant des enfants et que leurs enfants aussi viennent de jouer leur partition. Ils sont au moins sûrs que même quand ils vont partir un jour, la famille, elle ne va pas s'arrêter à leurs enfants et qu'elle va continuer. Absolument, et on espère. Moi, je voudrais bien quand même vous demander quelle partie de votre histoire vous avez pu découvrir grâce à vos grands-parents, étant donné que vous les côtoyez en plus jusque-là. Bon, grâce à mes grands-parents, par exemple, c'est pas souvent loisir, mais moi, je connais l'histoire de ma famille maternelle, alors que très souvent, les gens se limitent à l'histoire de leur famille paternelle parce que n'accordant pas trop d'importance à la famille maternelle. Grâce à mes grands-parents, moi, je connais plus de choses que certains qui sont liés à la famille paternellement. Grâce à mes grands-parents paternels aussi, par exemple, j'en sais beaucoup trop sur l'enfance de mon père et surtout sur comment, parce que moi, je suis originaire de Dogbo, dans le Koufo, mais grâce à mes grands-parents, je sais qu'en réalité, je suis originaire de Tio, à Glazoué, et je sais quelles sont les raisons précises pour lesquelles notre aïeux a muté pour Dogbo, et comment est-ce qu'aujourd'hui, l'endroit qu'on appelle notre village est devenu le nôtre, est passé plutôt de l'étape de champ, là où on allait labourer, à aujourd'hui, notre village, l'endroit où on appelle chez nous, et cet endroit où quand on va, on sent cet attachement. Donc, c'est déjà très important. Pour moi, c'est très important parce que ça me permet de ne pas être déraciné. Et surtout, ça vous permet aussi de transmettre l'histoire au reste de la famille et peut-être à votre descendance aussi. C'est aussi ça. À ma descendance, oui. Au reste de la famille, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas forcément mon rôle. Non, mais de toute façon, dans les discussions, ça peut venir. Oui, pas forcément en tant que comme un rôle. Oui, oui, effectivement. Dans les discussions, je peux étayer des points d'ombre particuliers pour les autres membres de la famille, les cousins et autres. Mais quand un parent fausse son rôle, ce n'est pas à moi de venir le remplacer. C'est pas du tout ce qu'on va demander aux enfants et aux petits-enfants, à toutes ces personnes-là qui ont encore leurs grands-parents, qui les côtoient. Alors, on dit souvent qu'un vieillard assis voit beaucoup plus loin qu'un jeune debout, c'est-à-dire qu'il y a une mine d'or en eux qu'il faut aller chercher aussi. Il ne faut pas forcément attendre qu'ils viennent à vous. Bon, je vais imiter notre président en disant que c'est relatif. C'est relatif. Ça dépend du pan ou de la longueur d'onde sur laquelle on est. Et quand on parle de l'histoire, quand on parle de la transmission des valeurs, quand on parle du savoir-vivre, du savoir-être, du vécu, oui. Un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. Mais il y a des pans sur lesquels, il voit pas même quand le vieillard monte sur la montagne, le jeune qui est par terre peut voir plus loin que lui. Très bien. Alors, nous espérons donc que le reste des invités va nous rejoindre en plateau et pour l'instant, on refait un tour en régie. Voilà, eh bien, Caleb Soussoupé, nous sommes toujours avec vous pour la suite de l'émission. Nous sommes collés serrés aujourd'hui pour parler des grands-parents, il faut croire. Alors, pour justement évoluer dans les discussions, nous avons réalisé un élément que je vous invite à suivre et avant de revenir poursuivre.
Avec plaisir. J'ai eu de très bonnes relations avec mes grands-parents, surtout du côté paternel. Et mon grand-père, notamment, a été un exemple pour mon père et une référence pour moi. Vous savez, d'une manière ou d'une autre, on ne copie que ce qu'on voit. Donc, j'ai pris mon grand-père comme un exemple sur le plan familial, beaucoup plus. Et il m'a pris non seulement en tant que petit-fils, mais aussi en tant qu'ami. Et là, ça passe, le courant passe très bien. Il y a des secrets que les grands-parents nous disent quand ils nous considèrent en tant qu'amis. En tant qu'amis, ils nous disent certaines choses que nos parents ne peuvent pas nous dire. Donc voilà ce que je peux dire, surtout avec mon grand-père, qui paie à son âme. Quand il était plus jeune, m'aimait de manière particulière. Il m'a même donné une roue, une petite roue avec laquelle je faisais le chant et que j'ai perdu à un moment quand je grandissais. Donc je pense que c'est un modèle pour moi. Les grands-parents, c'est très important. C'est-à-dire, par exemple, le papa de mon papa, mon grand-père, j'ai attendu parce que je ne l'ai pas vu. Mais son histoire est intéressante. Il est quelqu'un, il n'est pas paresseux. Il travaille, il va au champ et il s'occupe bien de son foyer. Il ne boit pas comme aujourd'hui la jeunesse est dans la boisson. Les grands-parents occupent une place de choix pour moi. Parce que c'est eux qui ont donné la vie à ceux qui à leur tour m'ont donné la vie. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des gens que je respecte beaucoup. Oui, ils m'ont appris à respecter les aînés, les amis, les frères. Ça, c'est un. Deux, ils m'ont aussi appris à craindre mon Dieu, c'est-à-dire à respecter les prescriptions divines. Voyez-vous. En dehors de ça, ils m'ont aussi appris à ne pas convoiter mon voisin. Il y a une pensée philosophique qui dit le vieillard assis voit très loin que le jeune debout. Mais il y a des grands-parents, je ne veux pas jeter de l'opprobre sur certains grands-parents, mais il y a des grands-parents qui n'ont pas vécu une bonne vie. En griffe, qui ne sont pas des exemples. Vous voyez, ils ont eu à poser des actes pas trop recommandés. Donc je ne dirais pas qu'on doit prendre ces grands-parents comme des exemples. Vous voyez, mais l'un dans l'autre, ils ne seraient pas tous mauvais sur toute la ligne. Il y a des côtés positifs qu'on doit prendre en compte pour l'évolution. Moi particulièrement, j'ai eu à vivre avec mes grands-parents un temps donné. Et j'ai remarqué que ce sont des êtres à ne pas négliger. Parce que moi j'ai appris beaucoup de choses avec mes grands-parents, surtout avec ma grand-mère. Je suis sa protégée d'ailleurs. Elle m'a beaucoup aidée dans ma vie. Je n'ai pas eu la chance de connaître les grands-parents maternels, mais avec ceux paternels, sincèrement, ils sont vraiment importants dans ma vie. Dans notre société, il y a des gens qui les maltraitent. Déjà, quand on voit un vieillard avec les cheveux blancs, c'est déjà la sorcellerie. Et ça les rend un peu... cela fait qu'ils s'éloignent un peu du monde, quoi. Et c'est ça qui fait parfois qu'on voit qu'ils ne durent pas avant de mourir. Bon, j'exhorte les gens à protéger ces êtres qui nous sont chers, qui sont des sources de connaissances. Moi, mes parents ne sont pas ici, donc les grands-parents de mes enfants ne sont pas ici. Mais de temps à autre, on a l'occasion de faire un tour au village pendant les vacances, pendant les congés. Donc c'est comme ça que j'essaie de les rapprocher de mes grands-parents. Grâce à eux, je sais au moins quelle est la base de mon nom de famille. La base de mon nom de famille, la base de mes panégyriques. Les grands-parents doivent avoir, pour moi,
une place basique. Je dis basique pourquoi? On dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Aujourd'hui, on tend vers la mondialisation, la civilisation, bon, si je peux m'exprimer ainsi. Et il y a des valeurs que nous perdons. Tandis que nos grands-parents avaient ces valeurs-là. Ils les avaient appliquées. Et je pense que on devait faire retour à la source pour pouvoir apprendre, ne serait-ce que quelques débris de ces valeurs recommandées dans notre société aujourd'hui. Donc une place capitale, voilà. Je me rappelle beaucoup, puisque c'est une vieille, chaque fois quand elle nous rend visite, elle a l'habitude de nous amener des trucs du village. Et quand elle descend, on est tous contents d'elle, parce qu'elle ne vient jamais les mains vides. Et quand elle arrive, c'est elle qui me lave, moi. Tu vois, elle s'occupe de moi, parce que je suis le garçon aîné de ma vieille. Donc c'est elle qui... Et puis elle me parle beaucoup. Donc c'est ça, c'est intéressant. Les grands-mères, elles ont tendance à nous chouchouter, chouchouter au point de nous gâter. Vous savez, ma grand-mère n'a jamais accepté que mes grands frères ou mes grands soeurs me frappent. Or, quand j'ai grandi aujourd'hui, il y a des actes que je posais qui n'étaient pas forcément de bons actes. Mais au lieu de me réprimander, me dit voilà, ça c'est pas bien, il faudrait que tu nous reprennes plus là. Me dit non, tati une caution et tout. Or, la Bible me dit n'épargne pas la correction à l'enfant. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du seuil de la mort. Donc j'aurais voulu qu'on me frappe à l'époque là pour que je sache certaines choses. Mais j'ai grandi maintenant, je continue de faire et puis c'est avec l'âge que j'ai pris conscience, quoi. Quand j'avais 3 ans, je n'aimais pas du tout dormir avec mes parents. Déjà à 4 h du matin, je me rappelle, les parents me racontaient ça, bon, que je me réveille en pleine nuit, je criais son nom, je l'appelle Dida. Dida, Naï Dida Tiegon, un peu comme ça. Donc papa était obligé d'ouvrir la porte, de me jeter au dehors, mais elle était toujours présente là. Elle m'accueille et je reste avec elle jusqu'au lever du jour. Je me rappelle toujours de ça. Voilà, c'était donc quelques citoyens qui nous racontaient un peu comment ça se passe avec leurs grands-parents ou comment ça se passait s'ils ne sont plus avec eux. Caleb, vous retenez quoi de ces avis et de ces partages d'expériences? Je suis sidéré. Et dans l'élément, par exemple, M. Rungbo a pratiquement tout dit. Il a passé en revue tout ce qu'il faut concernant les grands-parents. Et de même que la dame, la revendeuse, je n'ai pas pu garder son nom. L'agent de sécurité aussi a, dans une certaine mesure, donné sa compréhension. Et c'est vrai, les grands-parents, c'est très important. Mais j'aimerais revenir sur ce que M. Rungbo dit dans l'élément, où il dit qu'à l'époque, on aurait dû le réprimander. Oui. Finalement, si on s'en tient, ne serait-ce qu'à ce que lui-même il a dit, le grand-parent a raison finalement, puisque il dit que le grand-parent disait d'atidem quotio, c'est-à-dire il est encore enfant, laisse-le. Si aujourd'hui, même sans qu'on ne l'ait réprimandé à l'époque, aujourd'hui lui-même il dit qu'en grandissant, il a compris que ce n'était pas bien, c'est-à-dire que le grand-parent avait raison. Le grand-parent savait que ce n'est que l'âge qui le pousse à faire ça. Peut-être que si on l'avait tout le temps réprimandé, aujourd'hui il n'en serait pas là. Il aurait développé certains caprices qui aujourd'hui aurait fait de lui peut-être quelqu'un que vous n'auriez pas eu le courage d'interviewer, par exemple. Pourquoi pas. Alors, dans l'élément également, il a parlé des valeurs que nous sommes en train de perdre aujourd'hui et dont les grands-parents sont en quelque sorte les garants parce que, étant donné que
la vie de notre société, l'évolution, tout le monde travaille et on s'éloigne davantage de la famille à la quête du bonheur aussi, pourquoi pas. On laisse tomber beaucoup de choses qu'on pourrait apprendre auprès de la vieille génération, des grands-parents. Bon, est-ce que vous parlez de la dame quand elle dit que les gens ont tendance à repousser les grands-parents et autres? Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, la faute revient, que nos mamans m'excusent beaucoup, la faute revient aux mamans à nous mères. Vous savez, dans les familles africaines, les mamans, surtout d'aujourd'hui, ont tendance à diaboliser, surtout les grands-parents paternels, à nos yeux. Et je ne sais pas, il y a une sorte de conflit entre les deux, au point où ils finissent par oublier, les mamans, elles finissent par oublier que, au-delà de tout, le grand-parent reste un pion important dans l'éducation de son enfant et que rien ne saurait les remplacer. Quand la maman passe tout son temps à dépeindre en noir la grande-mère paternelle pour... Est-ce que vous voyez ce qu'elle me fait? Elle me fait tout le temps des reproches, elle me critique, elle n'est pas une bonne personne. Et quand la maman passe tout son temps à épier du regard ou à mal recevoir le grand-père paternel qui vient visiter sous prétexte que voilà, il est encore venu chercher quoi? Quand ils viennent, je ne suis pas à l'aise. Petit à petit, comme le disait M. Ohungbo, l'enfant développe aussi ce caractère-là et finit par s'attacher uniquement à ses grands-parents maternels. Si aujourd'hui, parce que ceux qui sont les parents d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, sont des gens et ceux qui sont les parents d'aujourd'hui sont des gens qui ont été enfants hier. Et donc, si auprès de l'enfant, on a passé tout le temps à faire ça, c'est pas quand il va grandir et qu'il va faire le contraire. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, quand il grandit, il fait aussi les mêmes bêtises. Absolument. Alors, les grands-mères trop protectrices et les grands-pères pas vraiment. Alors, ça fait partie de ce que je disais au début, à l'entame de l'émission. La grand-mère, oui, c'est un refuge, certes, mais il faut qu'il y ait une certaine communication entre la grand-mère et les parents. Parce que les grandes-mères, effectivement, mais bon, c'est en train de changer, hein, vous savez, oui, allez-y. Vous savez, les profils des grands-parents, surtout des grandes-mères, est en train d'évoluer aujourd'hui. On est passé de la grand-mère dont l'image hier était celle qui était grabataire ou sur une canne à des grandes-mères aujourd'hui qui sont encore capables de courir. Donc, parce que si on fait des enfants, voilà, l'âge et l'espérance de vie a aussi augmenté. Et donc ça fait que bon, aujourd'hui les grandes-mères sont actives et petit à petit elles ont la force de pouvoir contenir aussi les enfants. Sinon que elles sont dans leur rôle de protection, elles finissent par virer au lacisme et au laisser passer de tout, ce qui est comprometteur quant à l'éducation de l'enfant, puisque les enfants finissent par se dire oh putain, si la grand-mère revient, je peux m'émanciper à mes devoirs, et ça ce n'est pas trop bien. Effectivement, elles sont hyper protectrices, mais c'est une invite à leur égard. Il faut qu'elles sachent faire le juste milieu des choses. Des choses, très bien. Mais moi, je me demande aussi parfois si ce n'est pas, disons, leur rôle, parce qu'ils ont éduqué les parents avec tellement de rigueur, ils se disent, normalement, c'est aux parents de prendre la relève avec la rigueur et eux d'adoucir un peu les choses pour faire cette complémentarité dans l'éducation. Bon, moi, je ne pense pas ça. Je pense plutôt que c'est des gens qui, par le passé, ont cru, comme le disait M. Ohungbo tout à l'heure, que c'est la réprimande, c'est la violence qui éduque l'enfant. Et qui, avec le temps, ont fini par se rendre compte que non. En fait, c'est pas forcément ça. Dans la vie des grands-parents, il y a beaucoup de ratés. Quant au fait de l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants, il y a beaucoup de regrets qu'ils ont, mais ils ne peuvent plus revenir en arrière puisque c'est déjà passé. C'est ça. Et donc, c'est ça Ils étaient de rattraper le Voilà. Mais est-ce que c'est rattraper ou plutôt éviter à leurs enfants de commettre les mêmes erreurs? C'est ça, c'est la manière dont ils le font qui est préjudiciable. Quand c'est devant l'enfant que la maman veut taper l'enfant et qu'on lui arrache
la psychose. Devant l'enfant, ce n'est pas bien. Mais à l'arrière-plan, conseiller la maman en l'absence de l'enfant, oui. Parce que c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont su ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Très bien. Alors, Caleb, nous avons quelqu'un qui va notre invité qu'on va pouvoir installer finalement sur le plateau. Donc on dirait, enfin, hein, enfin. Nous allons l'installer, oui. Voilà, retour sur le plateau pour installer, donc comme je vous le disais, Laurine Sidokwaou. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, merci. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Vous êtes comptable, c'est bien cela? Yes. Alors, vos grands-parents, est-ce que vous les avez connus les deux? Non, je ne les ai pas connus les deux. J'ai connu juste ma grand-mère. Et disons que c'est elle qui m'a élevée. Ah, d'accord. Donc, carrément, vous n'avez pas trop grandi avec les parents? Si, j'étais avec les parents, mais il y a maman qui travaillait et papa également. Donc, on venait nous déposer à chaque fois là, moi et mon grand frère, et voilà. Absolument, les grands-parents qui deviennent aussi des parents, ils sont aujourd'hui d'une aide très précieuse dans la garde des enfants finalement. Effectivement, effectivement. Les grands-parents, vraiment, c'est une aide parce que... Sans ma grand-mère, je vais parler de mon cas précisément, sans ma grand-mère, je ne pense pas que maman aurait pu gérer. Parce qu'elle allait au boulot de 8h à 20h, 19h, et on allait rester chez qui? C'est ça. Qui allait veiller à ce qu'on mange, à ce qu'on aille à l'école, à ce qu'on fasse nos exercices et autres. Quelqu'un de confiance. Exactement. Donc, les grands-parents, c'est vraiment une aide. Alors, on parlait également des rôles des grands-parents. Cette aide justement pour les parents dans la garde des enfants, ça devient de plus en plus, je vais dire, avec notre société qui s'occidentalise, qui évolue davantage, les grands-parents sont très rapidement substitués aussi aux parents. Substitués aux parents. C'est-à-dire qu'ils sont présents à tout bout de champ, exactement comme dans la vie de Laurine. Et présents dans la vie de... Bon. Est-ce que c'est de leur propre vouloir, non? Comme le disait mademoiselle Laurine, madame ou mademoiselle Laurine, tout à l'heure... C'est toujours mieux de dire madame. Voilà, oui, madame Laurine. Voilà les parents qui travaillent tout le temps et qui ne sont pratiquement jamais là. Et une nounou aurait pu faire l'affaire. Mais est-ce que les enfants peuvent avoir peur de la nounou au point de respecter scrupuleusement son autorité? Non. Non, parce que les enfants ont tendance à se dire, écoute, si on trouve de bons prétextes, on peut chasser la nounou. Il n'y a que les parents rapprochés qui peuvent jouer ce rôle-là, les grands-parents surtout, et exercer la même autorité, sinon même plus que celle des parents, sans que les enfants en aient le droit de s'en plaindre. Moi, je connais des exemples de personnes typiques qui ont été élevées ou qui sont actuellement en train d'être élevées par leurs grands-parents. Je connais même un ministre qui, quand je dis ministre, actuel ministre, vous voyez déjà les occupations. Les occupations. Donc, bref, c'est dit que lui-même, il n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants. Et actuellement, les enfants, on ne dépose même pas les enfants chez la grand-mère. Hein. Les enfants sont hyper présents, c'est-à-dire tous les jours. C'est même là qu'ils vont à l'école. C'est là qu'ils reviennent. Donc, ça permet de suppléer les parents. Il y a quelques années, il suffit d'avoir un champ, d'aller labourer quand le moment vient, d'aller sacler et après d'aller récolter. Aujourd'hui, il faut aller au boulot 30 jours sur 30 pour certains. Et donc, on ne peut plus tout le temps être présent dans la vie de son enfant. Et ça peut, quand on n'a pas ses parents à côté pour recadrer les enfants, attention, ils peuvent devenir facilement des délinquants puisque vos enfants connaissent votre emploi du temps. À la lettre, surtout avec le... Des fois même, plus que vous, quoi. Plus que vous. Donc, ils savent à quelle heure vous pouvez venir. Ils savent à quelle heure, il n'y a aucun cas où vous pouvez être là, quoi. Donc,
Ils savent quelles sont les heures où il faut faire certaines bêtises sans risquer d'être surpris. Si vous n'avez pas de grands-parents à côté, c'est pas la peine. C'est compliqué. Donc, difficile. Ces femmes-là qui ont du mal à gérer, ou plutôt qui ne sont pas forcément avec les parents des deux côtés, et qui doivent gérer les enfants, il faut leur faire un big up pour pouvoir, disons, faire tout ce qu'il faut pour l'évolution ou l'éducation de l'enfant. Alors, moi, je voudrais quand même bien vous demander, c'est vrai qu'elle vous a élevé presque. Qu'est-ce que vous... Elle est encore là? Non, elle est partie il y a peu. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous gardez d'elle en réalité quand on parle de grands-parents? À quel souvenir cela vous renvoie? Alors, de mon côté, quand je pense à ma grand-mère, en fait, je pense à l'amour, tout simplement. Parce qu'elle était tellement adorable, elle était tellement attentionnée. Elle nous laissait faire des choses que même maman ne pouvait pas nous laisser faire. Oui, donc... on l'aimait tellement. Oui, justement parce que vous laissez faire des choses. Oui, bon, pas seulement. Elle est un amour, tout simplement. Paix à son âme. Paix à son âme. Très bien. Alors, il faut aussi, moi je me dis aussi que pour justement avoir cette relation, il faut que les parents aient créé cette relation, aient mis en place ce contact-là entre les enfants et les grands-parents. N'est-ce pas? Oui, effectivement. En fait, quand les parents ne veulent pas qu'il y ait en fait un lien entre les petits-enfants et les grands-parents, ils font de telle en sorte que les enfants ne viennent pas chez les parents, chez les grands-parents, en fait. Et il y a cette distance-là qui se crée. Et quand il y a cette distance qui se crée, bon, on ne se voit pas... Bon, moi, j'ai un grand-père que je ne connais même pas. Je ne le connais pas. Parce que vous ne l'avez pas du tout vu. Exactement. Je ne l'ai pas du tout vu. Pourtant, il était dans les parages. Il était dans les parages. Vous n'avez pas posé la question? Si, mais c'est une longue histoire. D'accord, Caleb, oui. Et je parie que c'est un grand-parent du côté paternel. Voilà, j'avais déjà parlé de ça avant votre arrivée. C'est vrai. C'est dire que il faut que les grands-parents soient présents dans la vie du petit enfant dès le bas âge. Effectivement. Dès le bas âge. Il y a des parents qui, bon, peut-être sans le vouloir ou peut-être de leur propre volonté, ont transformé leurs parents en grands-pères épisodiques. En grands-parents épisodiques, c'est-à-dire c'est quand il y a un décès au village que les enfants rentrent et c'est là seulement ils voient leurs grands-parents. Je connais des gens qui ont aujourd'hui 15 ans, 16 ans, même 20 ans et qui n'ont même jamais vu dans la vraie vie leurs grands-parents. C'est des photos ils voient. Pour un grand-parent qui est encore en vie, c'est un grand-parent qui est encore en vie et pourtant ils ont juste des contacts épisodiques par photo. Par photo. Oui, écoute, j'ai appelé ton grand-père aujourd'hui, il dit de saluer. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Très bien. Alors, est-ce qu'en grandissant, on garde toujours les mêmes contacts avec les grands-parents? Moi, je me pose aussi la question. Est-ce qu'en grandissant, le contact est toujours le même? Si, je pense que si ça a été bien fondé à la base, je pense que même en grandissant, on peut toujours être en contact avec ses grands-parents et être en harmonie avec eux. Garder le contact, oui, mais est-ce que c'est toujours aussi love? Qu'on le veuille ou non, c'est impossible de garder le contact d'enfance avec ses grands-parents. Oui, quand vous étiez enfant, vous étiez curieux, oui, vous aimiez l'amour qu'ils vous témoignent, mais quand vous atteignez déjà l'adolescence quand même, vous avez envie d'aller voir vos propres amis, vous avez envie de rester avec. Et c'est là qu'on dit il faut que les grands-parents sachent s'adapter à leur temps. Il faut que les grands-parents... Ce que vous disiez à un enfant qui avait 6 ans, pour qu'il vous aime, quand il a 16 ans, il faut savoir. Parce qu'aujourd'hui, à 16 ans, l'enfant est tout le temps scotché à son smartphone. Donc, il n'a pratiquement pas le temps d'aller discuter avec son grand-parent. Un grand-parent qui, pour la plupart, ne raconte que des choses qui sont passées alors que le petit enfant... l'ado veut vivre la vie du présent. Oui. Donc, quand le grand frère et le grand-père n'ont pas su, le grand-père, la grand-mère, les grands-parents n'ont pas su s'adapter, évoluer dans leur rôle avec le temps, déjà à l'adolescence, les ponts sont pratiquement coupés.
on garde le contact avec la personne, oui, c'est mon grand-père. Et quand on rencontre la personne, on rit, mais bon, ce contact qu'il y avait, où il y avait tout ce tamour-là, on finit par en être saoulé. Surtout, oui, parce que quand, justement, vous l'avez dit, on aime être avec les proches et quand, en ce moment, les grands-parents veulent discuter, vous n'avez pas forcément le temps de vous asseoir et de discuter longtemps, vous avez un autre programme, vous n'êtes pas trop d'accord? Non, je ne suis pas trop d'accord parce que ça dépend, en fait. Ça dépend et je pense que, quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu as à faire, quand tu es vraiment attaché à cette personne-là, à cet être fragile, parce que en grandissant, ils redeviennent fragiles, ils redeviennent, je ne sais pas, amour tout simplement. On a toujours un temps pour eux. Bon, moi, je parle de mon cas quand même. Sûr. Je parle de mon cas, je dis, même si j'ai 50 ans et que ma grand-mère est toujours là, le lien qu'on a, je ne peux jamais la laisser, quoi. Quel que soit ce que j'ai à faire. Au contraire, c'est à elle, je vais raconter mes journées. En fait, on était plus que grand-mère et petite-fille, mais on était des meilleurs amis, en fait. Donc, voilà. Caleb, bon, en tout cas, chacun sait le lien qu'il garde avec ses grands-parents et autres. Oui. En fait, ce qu'on dit, nous ne sommes pas en train de dire qu'on va perdre l'amour qu'on a pour son grand-parent, non. C'est dire qu'avec l'âge, les réalités commencent à différer. Et les relations que vous entretenez, vous, votre grand-mère, si elle a su s'adapter, au point où même quand vous étiez ado, elle est restée votre meilleure amie, toutes les grandes-mères n'arrivent pas à faire ça. Toutes les grandes-mères n'arrivent pas à faire ça. Et donc, normalement, ce sont les grands-parents, souvent même, qui donnent les bons conseils aux ados. Écoute, tu te fais des amis, certes, mais fais attention avec tes amis parce que l'amitié, ce n'est pas forcément les beaux jours. Il arrive aussi des fois où on se fait trahir. Mais il y a des grands-parents qui vont passer leur temps à vous considérer comme si vous aviez encore 5 ans. Et que vous le voulez ou non, moi, ce n'est pas mon cas. Au point où aujourd'hui, quand je passe 3 mois sans voir mes grands-parents, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Donc, ce n'est pas le cas de tout le monde parce que les grands-parents finissent par devenir vieux jeux. Alors, en dehors de vous, c'est vrai, peut-être que vous l'avez observé dans votre entourage, est-ce que c'est de plus en plus difficile d'intégrer ces personnes-là dans notre vie quand on n'a pas besoin d'eux? Parce que c'est vrai, envoyer son enfant aussi, c'est parce qu'on a besoin d'eux qu'on les envoie. C'est pas forcément parce que il nous manque, on va aller les voir de temps en temps pour garder ce lien-là. Laurine. Oui, c'est totalement vrai. Quel que soit le temps que ça prend, je ne pense pas que la grand-mère n'ait pas besoin de... Mais les grands-parents, autant pour moi, j'utilise seulement la grand-mère. Oui, parce que c'est celle que vous appréciez apparemment. En tout cas, que vous avez connue aussi. Exactement. Très bien. Donc, les grands-parents ont toujours besoin des petits-enfants. Même quand tu ne vas pas vers eux, ils vont t'appeler. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et toi-même, le petit-fils, il faut aussi se mettre dans la tête que elle aura besoin de ci, ils auront besoin de ci, il faut que j'aille les voir, il faut que. Ce sont des êtres qui ont besoin de nous. Donc, voilà. Ils ont besoin de nous aussi pour avoir l'impression aussi d'être toujours, disons, en vie avec toute cette vie qu'il y a autour d'eux, pour ne pas se sentir aussi isolés, leur santé mentale également. Oui, Madame Brunel, effectivement, avec le temps aujourd'hui, les familles rencontrent plus de difficultés à intégrer les grands-parents. Un instant, Caleb Soussoupé. Allô? Allô, bonjour. Comment allez-vous, monsieur Claude Azaloutingui? Bonjour, comment vous allez? Très bien, c'est vous. Très bien également. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous intervenez donc pour pouvoir nous analyser un peu la place des grands-parents dans notre société. Claude Azaloutingui.
Merci. Je commence d'abord par remercier les deux débatteurs sur le plateau, M. Christophe Calais et Mme Laurine. Alors, en ce qui concerne la place des grands-parents dans notre société, il faut dire d'abord qu'en général, les grands-parents ont de transmission de l'histoire familiale, comme vous l'avez déjà dit, et de passage de témoins. Et beaucoup plus en Afrique, les grands-parents, éducateurs en second, constituent famille, passeurs de les transmetteurs de l'histoire et de valeurs familiales, les gardiens du lien de socialisation entre les générations. Les grands-parents sont également considérés comme des bibliothèques de la vie. Et ce n'est pas enfin, vous connaissez le discours qui dit que lorsqu'un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et donc, les grands-parents, dans ce sens, jouent un grand rôle en matière de connaissance, en matière de transmission de savoir. Les grands-parents apportent aussi aux jeunes parents et aux petits-enfants du temps, de l'expérience, des savoirs, des valeurs culturelles telles que la tolérance, le respect profond et enfin de l'amour pour leur faire découvrir un monde meilleur, un monde merveilleux. Les grands-parents aident également et soutiennent fréquemment les parents en difficulté et dans l'incapacité parfois d'assumer leurs fonctions, comme vous l'avez déjà si bien dit. Les grands-parents peuvent s'investir dans la fonction parentale en relais ou en substitution des parents biologiques. Et c'est un peu plus courant aujourd'hui, surtout dans nos sociétés modernes ici à Calavi, quand les deux parents sortent, ils confient leurs enfants aux grands-parents. Les grands-parents sont également des acteurs incontournables du soutien à la parentalité. Ils constituent les gardiens de l'histoire familiale, on a déjà dit. Ils sont garants du lien qui rattachent l'enfant à son histoire et à son environnement et à sa culture. Les grands-parents sont dépositaires d'une certaine stabilité familiale, un dernier repère d'une identité en mal de racines. Vous savez que sans racines, aucun arbre en réalité ne peut croître et se développer. Et donc, les grands-parents arrivent à mettre fin aux différents conflits intercommunautaires. Vous savez, quand il y a un conflit entre les communautés ou entre les familles, même quand les représentants de l'État ou de la fonction politique moderne interviennent et ça ne réussit pas, quand les grands-parents défendent, d'abord tout le monde craint parce que le grand-parent est considéré comme une institution sociale. Il joue le rôle de médiateur dans nos sociétés africaines. Car souvent ils font preuve de neutralité, d'objectivité et de sagesse. Les grands-parents, par rapport aux petits-enfants, ont un rôle capital dans la structuration de leur personnalité. Leur apport est politique, sécurisant et stabilisateur dans le développement de l'enfant. En premier lieu d'abord, ils lui permettent de se situer et de s'enraciner dans sa lignée familiale, de prendre conscience de lui-même par rapport au reste de la famille. Donc le grand-parent facilite la socialisation de l'enfant dans la famille et aussi dans la société, tout en leur enseignant en fait les normes sociales et culturelles. Et ce faisant, il répond ainsi à l'un des premiers besoins de l'enfant, qui est de savoir d'où il vient, pour savoir qui en réalité il est. C'est un droit culturel qu'on ne peut ni ne doit lui enlever sous aucun prétexte. Et en deuxième lieu, les grands-parents ont une relation d'amour différente de celle que leur apportent leurs propres parents. Parce que détachés de la responsabilité éducative, les grands-parents peuvent participer à leur épanouissement autrement, à travers de la complicité, un échange d'amour, de tendresse, de savoir et de connaissance. Et donc les liens grands-parents et petits-enfants sont très riches et en réalité irremplaçables. Mais il faut dire que les liens entre grands-parents et petits-enfants évoluent suivant l'âge de l'enfant. Entre 0 à 5 ans par exemple, le grand-parent est là pour donner beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'amour avant tout, parce que souvent les parents sont investis du rôle éducatif et des fois doivent punir. Et ce sont les grands-parents qui constituent en fait dans ce moment-là le signe, le symbole de tendresse. Donc quand il y a un peu de punition de l'autre côté, l'enfant apprend un peu d'affection par moment chez les grands-parents. Ensuite, de 4 ans à 12 ans, les grands-parents jouent le rôle de transmission de la mémoire. À ce niveau,
Les grands-parents font découvrir à l'enfant plein de choses. Le rôle de passeur de la mémoire va prendre plus de place quand l'enfant commence aussi à ces âges-là à se poser des questions, à vouloir savoir comment étaient ses parents-enfants. La relation va s'enrichir de ces moments de complicité, de partage. Donc, il y aura pendant ce moment-là une grande complicité entre grands-parents et enfants. Oui. Et enfin, entre 12 et 18 ans, à ce niveau-là, vous savez que l'enfant est déjà devenu un adolescent et commence déjà par s'éloigner de ses parents. Donc, à ce niveau, les grands-parents jouent le rôle de diplomate parce qu'il reste disponible pour tout questionnement de l'enfant. En cas de conflit de l'adolescent avec ses parents, les grands-parents constituent un soutien et jouent un certain rôle en fait de tierce personne et parfois même accueillent le jeune chez lui pour un certain petit temps. Et donc pour conclure, je dirais que les grands-parents ont une place très importante dans l'épanouissement personnel de nos petits-enfants, mais aussi au niveau de la vie familiale et scolaire. Et ceci aux côtés des parents, qui sont les premiers responsables en fait de leurs enfants. En respectant et en soutenant la ligne éducative tracée par les parents, les grands-parents permettent en fait à leurs petits-enfants de devenir adultes, heureux et insérés dans une famille, dans un quartier et dans une société. Donc on ne devrait pas les écarter. Vous voyez à quoi on assiste un peu aussi sur des continents où les grands-parents sont garés, comme des voitures, les mêmes dans des maisons de retraite. Et quand certaines aussi, on ne parle interdit, on ne permet plus en fait aux petits-enfants de s'enraciner correctement pour pouvoir croître. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Très bien. Alors, c'est vrai que vous nous avez un peu décliné tous les rôles des grands-parents. Moi, je voudrais vous demander, en tant que sociologue et vous qui êtes dans la recherche, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société aujourd'hui actuelle au Bénin, les grands-parents gardent toujours cette place-là? Non, malheureusement, il y a cette place qui se perd de plus en plus. Il y a cette place qui se perd de plus en plus à cause de cette modernisation et de l'interculturalité. Donc, vous voyez, nous n'appliquons plus fortement notre propre culture et les grands-parents sont de plus en plus ignorés, lésés, sont de plus en plus écartés, parfois volontairement par les parents, à cause de différentes raisons, suspicion de sorcellerie par là, ou bien ennui de l'autre côté. Parce que vous savez, il y a des grands-parents qui sont souvent nerveux. Parce que, vous savez, c'est aussi biologique. Il y a des cellules qui commencent par se dégénérer, et ainsi de suite. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, le monde est poussé vers une sorte de modernisation. Et cette place-là est réellement en train de se perdre. Quand vous essayez de faire une comparaison entre les enfants qui se sont fait socialiser dans un milieu où les grands-parents et les parents étaient présents, vous voyez que dans leur éthique, dans leur moralité, il y a toujours une amélioration au niveau de leur qualité morale que d'autres enfants qui ont grandi sans avoir en fait cette condition humaine. Et donc, en fait, ce qu'on doit faire, c'est que chaque société, chaque famille devrait réellement se retrouver de manière à ce que cette place-là, que les grands-parents jouaient dans notre société africaine puissent continuer aujourd'hui, afin que les petits-enfants et les jeunes parents puissent profiter en fait de leur fonction, afin aussi que la société puisse se porter mieux. Très bien. Merci beaucoup, Claude Azalou Tingbe. Merci, c'est un plaisir. Allez, bonne journée à vous. C'est un plaisir toujours de suivre vos analyses sur nos sujets. Caleb, je vous avais interrompu. Voilà, avant tout, j'aimerais remercier M. Claude Azalou Tingbe. Personnellement, je suis toujours sidéré quand je le suis dans ses analyses. Voilà, c'est de plus en plus difficile, comme je le disais tout à l'heure, d'intégrer les grands-parents. Vous savez pourquoi? Parce que aujourd'hui, les parents opposés, c'est-à-dire quand on parle des grands-parents paternels, la maman, la nouvelle femme au foyer, n'accorde pas le temps qu'il faut aux grands-parents pour qu'ils fassent leurs preuves. Pourquoi? Parce que s'il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants qui ont eu la malchance de grandir avec un seul parent, sinon dans des foyers divorcés, c'est la faute des grands-parents en Afrique. C'est là que au Bénin, j'ai envie de dire que les gens ils ne savent pas comment être grands-parents.
D'un côté, les grands-parents paternels, de par leur comportement, ont tendance à toujours juger la maman, la maman, à toujours s'immiscer dans le foyer, à ne pas vouloir laisser une relation d'intimité se créer entre le mari et sa femme. Oui, ah, attention, elle bouffe trop notre enfant. Ah, elle pousse notre enfant à trop dépenser. Hein. Ah, la manière dont vous mangez là, est-ce que vous allez pouvoir faire des économies? Voilà même un exemple sur lequel j'aimerais tergiverser. Les grands-parents paternels, il y a des exceptions, c'est vrai, mais l'exception n'exclut pas la règle. Non, l'exception n'exclut pas la règle. Les grands-parents paternels, sérieusement, c'est des gens qui souvent ne savent pas ce qu'ils veulent. Non, laisser un grand-parent paternel visiter... Ils ont peut-être du mal à se faire, disons, aimer, Madame la journaliste, laissez le grand-parent paternel visiter la maison sans que la nouvelle femme au foyer ou la maman ne puisse lui servir un très bon repas. Il ira dire qu'on ne l'a pas bien reçu, que lui, il est venu, que c'est la nourriture d'hier qu'on lui a servi. Laissez la nouvelle femme lui servir un bon plat avec de la viande, des boissons, tout. Elle va dire, la manière dont mon enfant dépense là, est-ce qu'il pourra faire des économies? Donc bref, ça fait que c'est difficile pour même avant de venir se marier là, les jeunes filles ont déjà une certaine réserve envers leurs futurs beaux-parents. Et donc ils ne leur laissent pas le temps de faire leurs preuves. Ils ne veulent même pas les sentir. On impose déjà une barrière de loin. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, là, ça leur est de plus en plus difficile maintenant de s'intégrer et d'occuper la place qui est la leur. Ils ont une place, comme on le disait tout à l'heure, que les gens le veulent ou pas, ils ont une place très importante. Très importante. C'est vrai, c'est pas la même chose parfois comme vous le dites. Il faut pas forcément généraliser. Ce n'est pas forcément le cas partout en fait. Donc dire que c'est du côté paternel qu'il y a plus de problèmes. Oui, non, c'est pas bien. Disons qu'il y a certains, il y en a qui sont comme ça. Et c'est de la même manière chez la maman également. Très bien. Alors, comment faire finalement pour laisser cette place, pour que les grands-parents puissent avoir la place qu'ils ont dans les familles pour assurer cette continuité-là dans l'histoire, dans la lignée et plus forcément être vu comme l'a dit l'un des intervenants, la personne à fuir dans la famille parce qu'il y aurait des différends et autres. Caleb. Voilà, c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Quand, à l'exception des jeunes filles, de plusieurs jeunes filles, une maman finit par laisser les grands-parents occuper la place qui est la leur, et que le grand-parent finit par dépasser et aller au-delà de cette place-là, quand l'enfant assiste tout le temps à des conflits entre les grands-parents et sa maman, ou entre les grands-parents de l'autre côté et son papa, que vous le voulez ou non, l'enfant commence par développer une certaine réserve envers le grand-parent. Maintenant, pour éviter ça, la solution elle est simple. Le mieux, c'est que les grands-parents privilégient le dialogue avec les mariés. Que ce qui va être dit devant les enfants soit le fruit de ce qui a été élaboré ensemble dans les coulisses. Pour que l'enfant sente que et ses grands-parents et ses parents sont pratiquement sur la même longueur d'onde. Quand l'enfant sent un certain déphasage, il finit par apprécier l'un à l'autre. Et quand vous forcez un enfant à faire un choix, son choix peut finalement ne pas vous plaire. Ne pas vous plaire. Laurine? Oui, je suis totalement d'accord avec M. Caleb pour ce qu'il vient pour son intervention. Il ne faut pas se disputer devant les enfants. Il ne faut pas avoir certaines discussions devant les enfants. Parce que quand l'enfant écoute ça, déjà, dans sa tête, c'est bloqué. Il essaie d'analyser, parce que les enfants sont très intelligents. Hein. Très, oui. Ils sont très, très intelligents. Donc, quand déjà ta maman se dispute avec quelqu'un, il y a déjà ce regard-là. Quand on regarde cette personne, genre, ce n'est pas quelqu'un qui est dans mon camp. Et quand on pense ça des grands-parents, c'est vraiment déplorable. C'est pas bon. Non. Très bien. Alors,
nous avons retenu comme mot du jour généalogie, parce que justement les grands-parents, ce sont eux qui font le lien avec la famille, qui vous racontent l'histoire. Et généalogie, nous en parle, il y a Bomer Agbaba qui nous en parle davantage. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de voir avec vous le mot généalogie. Généalogie est un mot féminin. On parle de la généalogie. Généalogie s'écrit avec les lettres suivantes. G, E accent aigu, N, E accent aigu, A, L, O, G, I, E. Généalogie. Qu'est-ce que ça signifie la généalogie? C'est un mot que nous avons beaucoup employé quand nous étions dans les classes basses, les classes inférieures, au cours primaire. La généalogie, c'est la suite d'ascendants qui établit une filiation. La suite d'ascendants qui établit une filiation. Et quand on parle d'ascendants, c'est des gens qui viennent de vous, des gens que vous avez mis au monde. Le contraire de ascendant, c'est descendant. Les descendants, c'est ceux de qui vous descendez, ceux qui vous ont mis au monde. Donc, la généalogie, c'est l'étude de l'origine de la filiation des familles. Quand on veut comprendre, par exemple, des gens qui sont venus avant vous, des gens qui sont venus après vous, on parlerait de généalogie. Nous allons voir quelques synonymes de généalogie. On peut parler d'ascendance, on peut parler de filiation, on peut parler de l'histoire, on peut parler de la race. Lorsqu'on veut étudier l'histoire d'une famille, on parlera de généalogie. Et lorsqu'on veut étudier également l'histoire, en fait, la race d'une famille, on parlerait de généalogie. Une expression... parce que là, d'antonyme, j'ai fait mes recherches, je n'ai pas trouvé d'antonyme par rapport à généalogie. On pourrait penser à descendance, mais la descendance est comprise dans la généalogie. Une expression dans laquelle on utiliserait l'expression généalogie. Si votre fils n'a pas d'enfant, il scie la branche de l'arbre généalogique sur laquelle vous l'avez assis. Je reprends cette expression qui est de Vincent Rocard. Si votre fils n'a pas d'enfant, il scie la branche de l'arbre généalogique sur laquelle vous l'avez assis. Et vous voyez, cette pensée va bien avec notre contexte culturel africain et particulièrement béninois, où quand on met des enfants au monde, on n'en met pas un garçon, on trouve qu'on n'a encore rien fait. Et ça fait que beaucoup d'hommes se battent pour avoir un enfant garçon. Parce que c'est l'enfant garçon qui donne la progéniture, qui fait que l'arbre généalogique s'élargit et il se développe. Donc si vous n'avez pas de garçon, c'est comme si vous coupez l'arbre, ou bien si vous mettez un garçon au monde qui ne fait pas d'enfant, il coupe votre famille. À partir de lui, c'est qu'on ne parlerait plus de votre famille. Merci à vous et merci pour le plateau. Voilà, retour sur le plateau pour installer après avoir suivi Bomer Agbaba. J'arrive sur le mot généalogie. Juliette Bidet, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Merci de nous retrouver sur le plateau. Vous êtes digital marketeur. Et Nafissatou Hassani, bonjour. Bonjour Brunel. Vous allez bien ce matin? Ça va très bien. Alors, vos grands-parents, est-ce que vous les avez connus et qu'est-ce que vous gardez d'eux, Juliette? J'ai eu la chance de connaître mes grands-parents et je garde de très bons souvenirs d'eux. Oui, souvenir, c'est un mot. Moi, je veux savoir ce que vous gardez d'eux. Que dire? J'ai beaucoup appris de mes grands-parents, que ce soit du côté paternel comme du côté maternel. Par exemple, j'ai appris à compter en langue fon grâce à ma grand-mère paternelle. D'accord, ça c'est intéressant. Mais aussi longtemps que je me souvienne, ils sont des éveilleurs de conscience. À maintes reprises, ils ont tiré mon attention sur des choses qui m'ont aidé à prendre de la hauteur au fur et à mesure que mon âge augmente. C'est une chance d'avoir des grands-parents. Ils nous assagissent et rendent paisibles et prévisibles. Très bien. Alors, on va y aller peut-être avec 2 ou 3 messages en plus avant de réagir. On en a beaucoup ce matin. Et Hamza qui nous dit, je ne sais pas trop, j'ai jamais connu, mais du grand-parent, je pense quand même que c'est une aide précieuse.
Personnellement, je ne pourrais donner un avis basé sur une expérience vécue puisque je n'ai pas eu cette chance de vraiment connaître les miens. Néanmoins, les grands-parents peuvent être une aide très précieuse quand il faut acquérir des connaissances et partager ces expériences avec des personnes ressources. En ce qui concerne leur prise en charge corporelle, cette tâche peut s'avérer fatigante. Bon, c'est vrai que il s'appelle comment, Berne? Il dit le mot, même en le lisant, ça se sent que peut-être qu'il a vécu ou bien qu'il a eu une certaine expérience. Et bien entendu, les personnes, les grands-parents, quand on vit avec eux, justement, quand de plus en plus ils prennent de l'âge, il faut s'en occuper, il faut avoir du temps pour eux et parfois, comme lui, c'est fatigant, en tout cas, pour lui. Bon, on ne va pas utiliser le mot fatigant, c'est un peu fort. C'est un peu fort, mais c'est du travail quand même. Parce qu'il faut s'en occuper, il faut être tout le temps là quand ils ont besoin. Ils redeviennent un bébé façon, un nouveau-né. Donc il faut être tout le temps présent. Et quand on a beaucoup de chats à fouetter, vraiment c'est pesant. C'est difficile de gérer. Effectivement. Donc à part ça... Et surtout aussi, si vous n'avez pas ce lien avec eux, vous allez aussi trouver ça un peu difficile. Si vous n'aviez pas réellement un certain lien quand vous grandissiez. Oui, c'est pour ça il faut que les petits-enfants cherchent à connaître leurs grands-parents. Juliette? Simplement. Je peux dire le fil. Très bien, on poursuit la fille. Moi, je dirais une aide en matière de conseils, de raconter la vie d'avant, et on voit plusieurs couples qui laissent leurs enfants et leurs parents avant de vaquer à leur travail professionnel, vu qu'ils ne veulent pas que l'enfant soit à la garderie. Ils deviendront une charge peut-être s'ils sont malades ou s'ils ont un mauvais comportement vis-à-vis de leurs enfants. Le message nous vient de Bokossa. Oui. Autre chose? À mon avis, peu importe ce qu'on fait pour nos grands-parents, ça ne doit pas être considéré comme une charge. Au contraire, nous devons être fiers de les avoir à notre côté pour profiter de leur présence et de leurs expériences. Le message nous vient de Philippe Monzogui. Il y a Awal qui nous dit une aide précieuse, bien entendu. Une aide précieuse, faut s'en occuper. On suit deux autres messages avant de... Il y a Brissette qui nous dit que ça dépend. Moi, ma grand-mère était une aide plus particulièrement pour moi. Parce que bien qu'elle aidait ma maman pour ma scolarité au collège, avec sa pension, au moment où je suis venue à l'université et que j'ai eu un bébé, elle s'en est occupée le temps que je suis retournée à l'université. Mais hélas, aujourd'hui, elle ne vit plus. Elle serait une charge si en plus de son âge avancé et des maux dont elle souffre, elle se néglige. Ce ne fut pas le cas. Très bien. Alors, c'est un message intéressant, Caleb, parce qu'elle parle justement de cet aspect financier qui parfois intervient. C'est vrai que bien souvent, on voit les grands-parents même donner une participation, c'est ça, à l'éducation financière, à tout ce qui est dépenses liées à l'enfant aussi, Caleb. Oui, c'est là-dessus que nous ne pouvons que remercier Dieu. Nous autres, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui des grands-parents qui ont beaucoup plus le profil de parents retraités, des gens qui ont exercé, qui prennent leur pension de retraite, qui n'ont pratiquement pas de charge. Donc, ils ont l'argent, ils ne savent pas quoi en faire. que les grands-parents préfèrent tout simplement pour le sourire de sa fille, le mettre un peu plus à l'aise. Bon, c'est des gens qui ont déjà réalisé leur vie, donc ils n'ont plus rien à prouver. Ils ont la facilité de donner et d'aider à l'éducation financière. C'est facile de demander l'argent à son grand-parent. Je dirais que l'argent là est plus doux. C'est clair.
les parents ne savent pas. Donc, bref, ça fait de l'argent en surplus, quoi. Ah ouais, parfois même vous allez prendre ça derrière... C'est ça, c'est le grand-parent qui est celui qui ne vous donne pas un informe. Sinon les oncles, bon, je viens de lui donner 200 €. Donc l'argent c'est... Ça veut dire que vraiment vous avez une expérience... Ah oh là là. Est-ce que même jusqu'à présent, malgré mon âge, il arrive que mon téléphone sonne et vous avez reçu juste un appel à campagne. Voilà, je t'ai envoyé tel montant, écoute. Amuse-toi bien. Mais j'aimerais revenir sur un aspect. Leur charge quand ils deviennent malades. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quand vous avez été enfant, c'était difficile aussi pour les parents. Ils avaient leurs occupations, mais vous tombiez malade, ils devaient vous entretenir. Et donc, quand vous grandissez là, vous devez rembourser ça. Si vous ne remboursez pas avec vos grands-parents, vous allez rembourser avec vos parents. Si vous ne remboursez pas avec vos parents, vous allez rembourser avec votre conjoint, forcément. Nafisat? Il y a des qui nous disent que les grands-parents sont d'une aide très précieuse car ils sont pour moi une bibliothèque que je prends le soin de bien garder. J'ai peur de les perdre un jour. Donc lui, il a la chance encore que... Il y a Sadiat qui nous dit « Ma grand-mère maternelle paie à son âme une pelle très rare. Que Dieu l'accueille, lui accorde le bonheur et l'ouvre la porte du paradis. Mais les autres, même s'ils reviennent, ils serviront à rien. » Bref, ma mémé, une aide très précieuse. Ils serviront à rien. Carrément. Non, mais ça montre réellement l'amour la présence, la présence qu'elle porte. Finalement, des moments en réalité, parce que la maman, quoi qu'on fasse, elle est toujours là. Et ça se voit également quand on est grand-mère, la présence est toujours différente en réalité. Oui, Nafisat, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir mes grands-parents à côté de moi pendant une longue durée. Le peu de temps que j'ai eu à passer avec ma grand-mère maternelle, c'était vraiment précieux. Les grands-parents ne sont pas des charges. Bien au contraire, on se doit de les entretenir, de les aider et de les aimer jusqu'à ce qu'ils partent. Très bien. Autre chose? Comme nous l'enseigne un dicton en Afrique, un vieillard qui meurt est comme une bibliothèque qui brûle. Un peu pour dire que les grandes personnes sont source de sagesse. Donc pour moi, les grands-parents valent plus qu'un or. Ils nous apportent de petits soins et sont toujours plus sensibles à notre succès car ils savent que notre réussite de leur vivant est une fierté pour eux. Avoir ses grands-parents chez soi, c'est comme détenir une pierre précieuse. À mon avis, c'est un peu exagéré de dire que les grands-parents constituent une charge. C'est comme traiter nos propres géniteurs plutôt, de charge, alors qu'on a le devoir de leur retourner l'ascenseur de tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour que nous puissions grandir. Très bien. Je peux mettre un avis. Le message, il est très beau quand on parle quand on s'entend aux Français qui y est parlé. C'est à croire que ce ne sont pas des êtres humains qui deviennent les grands-parents. Le monsieur, il est resté sur un pan de la chose quand même. C'est un enfant qui devient parent et après qui devient grand-parent. Et on est tous d'accord sur le fait que tous les hommes ne sont pas bons. Il y a des gens qui sont mauvais. Donc, il faut comprendre un peu ceux qui traitent certains grands-parents de charge et ceux qui parlent mal de certains grands-parents. Il y a effectivement des grands-parents qui, que Dieu me pardonne, mais vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il y a des grands-parents qui ont raté leur vie. Ils ont raté leur vie dans leur jeunesse, qui, quand ils ont fait leurs enfants, n'ont pas su bien s'en occuper, et qui, quand ils grandissent aussi dans leurs faits et gestes, sincèrement, ça laisse à désirer. Donc, c'est ça qui justifie ces critiques-là. Après, bon, il y a beaucoup de critiques qui abordent ce que je disais tout à l'heure. La plupart des gens qui disent les autres, même s'ils reviennent, ne servent à rien. Je suis sûr qu'ils parlent de ses grands-parents paternels. Vous avez un problème avec les Non. Je n'ai pas de problème. Juste que dans la société, là, c'est ce qui se passe.
Nafisa. Mes grands-parents là sont où? Sinon, ils sauraient autant une charge, autant une aide. Bonjour télé, moi je n'ai pas eu la chance de connaître mes deux grands-pères, paternels et maternels, mais les grands-mères que j'ai eues étaient des amours. Elles ont participé chacune à sa manière à mon éducation. En leur présence, les parents ne pouvaient pas me porter main. Elles étaient souvent là pour dialoguer, communiquer, pour mieux comprendre la petite fille que j'étais. Il m'arrivait même de leur faire recours quand j'ai pas d'argent en poche. Elle m'amenait à leur faire des petits travaux domestiques et à la fin, je repartais avec un cadeau. Ma grand-mère paternelle est partie un peu plus tôt, mais quand elle était malade et tu vas la voir à l'hôpital, tu repars avec l'argent et avec une partie des petits présents que ses visiteurs lui offraient. Mais celle maternelle est partie il y a 2 ans déjà. Je me rappelle encore quand mon père me refusait des professeurs d'études en terminale D, car pour lui l'enfant, à un moment donné, doit apprendre à faire avec les moyens qu'il a. C'est ma grand-mère maternelle qui me payait les TD qui ont contribué à la réussite de mon bac sans que papa ne sache. Wow. Ça, c'est un bon témoignage. Merci. Donc, comment c'est nommé? Anonyme. Anonyme. Merci donc à notre téléspectateur. Il y a Moussa Faridou qui nous écrit depuis Kandi. Aujourd'hui, il faut reconnaître que les grands-parents jouent un rôle complexe. Elles font preuve d'humilité et de discrétion. Aider sans commander. Conseiller tout en donnant confiance à la nouvelle maman. Être disponible sans s'imposer. Ils peuvent également seconder les parents dans leur rôle d'éducateur auprès de leurs enfants. Ils sont garants de l'histoire de la famille et peuvent avoir un point de vue sur certaines choses. C'est nommé comment déjà? Faridou. Voilà, merci beaucoup Farid. C'est super. Très bien, merci infiniment donc à tous ceux qui nous ont écrit ce matin sur les grands-parents pour ces témoignages très très édifiants, très intéressants. On poursuit avec la pensée de ce matin. Oui. La pensée de ce matin nous vient de Claudette Colbert. Si les grands-parents et les petits-enfants s'entendent si bien, c'est parce qu'ils ont un ennemi en commun, la mère. Si les grands-parents et les petits-enfants s'entendent si bien, c'est parce qu'ils ont un ennemi en commun, la mère. Bon, peut-être que le mot ennemi est fort, mais en tout cas, ils sont... Quand par exemple la maman veut porter main, la grand-mère est là. Exactement. Quand tu vas rester à côté de la grand-mère, c'est fini. C'est la belle vie, elle peut plus. Elle peut plus, donc. Exactement, votre avis sur... Dire ennemi, c'est un peu fort. Mais on sent que la maman est un peu écartée. C'est ça. Parce que le lien est tellement intense. Mais dire ennemi, c'est trop fort, c'est trop fort. Bon, moi, qu'ils disent, l'enfant et sa maman, dans une certaine tranche d'âge, sont souvent des ennemis. Parce qu'ils ne s'entendent pas souvent. Mais ennemis en commun, c'est là où ça me pose un peu problème. En quoi est-ce que la grande-mère a sa propre fille comme ennemie? Je ne comprends pas. Non, c'est dit qu'avec le temps, à force de jouer le rôle de protectrice du petit enfant, là, la mère finit par prendre la grande-mère en adversité parce qu'elle ne supporte plus le fait que l'enfant trouve toujours refuge. Donc c'est tout, sinon que c'est une manière de parler quand le monsieur dit ennemi. Absolument. Alors de là, oui. Juliette. Oui, comme tout le monde, je pense que c'est le mot ennemi qui est un peu fort. Sinon, la mère, elle est dans le rôle elle veut être rigoureuse avec son enfant parce que voilà, elle veut lui assurer une certaine éducation. La grand-mère a déjà eu le temps d'être rigoureuse avec la mère. Et puis maintenant, elle est vraiment, elle fait preuve d'une certaine largesse avec le petit enfant et puis on veut lui permettre un peu de tout. Donc voilà pourquoi il y a parfois un peu de complicité. Voilà. C'est un peu ça. Oui, ennemi, elle n'a pas dit dans un sens. Elle a juste dit pour taquiner, c'est
pour dire que la grand-mère est encore plus complice avec l'enfant que sa maman. Claudette Colbert est une actrice américaine d'origine française née Émilie Claudette Chauchoin le 13 septembre 1903 et morte le 30 juillet 1996. L'American Film Institute a classé Claudette Colbert 12e actrice de légende. Très bien. Alors, Claudette Colbert, donc on poursuit avec l'histoire ou l'humour? L'humour. D'accord. Une petite fille dit à un garçon, « Plus tard, tu voudras bien te marier avec moi ?» « Ah non, répond le garçon, « j'aimerais bien, mais malheureusement, je ne peux pas. Dans ma famille, on se marie entre nous. » « Comment ça, s'étonne la fillette. Grand-père s'est marié avec grand-mère. Papa s'est marié avec maman. Mon oncle s'est marié avec ma tante. » C'est ce que lui comprend en tout cas. On se marie entre nous. On ne lui a pas dit d'où viennent chaque personne. C'est ça. On poursuit. Grand-mère demande à sa petite fille, « Qu'est-ce que tu veux comme cadeau de Noël ?» Une pilule contraceptive, répond la fillette. Quoi? Mamie réfléchit, j'ai déjà 5 poupées, ça suffit. Oui, si elle fait plus d'enfants que ça, ce sera compliqué. Vraiment? Les enfants qui connaissent déjà la pilule contraceptive, c'est quand même inquiétant, hein? Non, elle en a. Non, d'un côté, c'est bien. Mais elle sait qu'au moins, c'est pour éviter d'avoir beaucoup de poupées. Un petit garçon avec sa grand-mère. Grand-mère, as-tu de bonnes dents? Malheureusement, non, mon petit. Très bien, tu peux surveiller mes caramels. Non, de ne pas y toucher. Il s'est assuré d'abord qu'elle ne pouvait pas manger. Oh là là. Un fils se dirige en direction de son père qui se trouve dans la cuisine. Il a une question à lui poser par rapport à quelque chose qu'il a entendu à l'école. Papa, c'est quoi un alcoolique? Ben, mon garçon, un alcoolique, c'est quelqu'un qui va voir les choses en double. Tu vois, par exemple, ces 4 maisons là-bas, l'alcoolique lui enverra 8. Mais papa, il n'y a que 2 maisons. Oh là là! Lui aussi voit les choses en double. Ah ouais. Très bien. L'histoire de ce matin? L'histoire, c'est l'histoire de grand-papa Fana. Il était une fois un monsieur d'un certain âge qui était réellement fanatique des automobiles, surtout des modèles anciens, ceux de son temps, comme il aimait dire. Grand-papa Fana avait le bonheur d'être le grand-père de plusieurs enfants à qui il donnait des surnoms correspondant aux autos qu'il avait possédés ou dont il avait rêvé. Marco, mon beau Toronado. Léa, ma petite Lada. Victor, mon gros météore. C'est les noms des automobiles. Grand-papa Fana adorait passer du temps avec ses petits-enfants. Depuis qu'il était bébé, il les gardait chez lui pour un après-midi ou pour dormir toute la nuit. Il avait décoré une chambre de style Formule 1 et acheté un lit d'enfant en forme d'auto. Il avait tellement de plaisir à passer quelques heures en leur compagnie qu'il cédait à tous leurs caprices. Il se disait, les parents font de la discipline, moi je suis un papy gâteau. Pourtant, depuis un certain temps, ses petits-enfants chéris, au surnom d'automobile, avaient pris de mauvaises habitudes chez lui. Cela ne plaisait pas beaucoup à grand-papa Fana. Ils fouillaient dans le réfrigérateur sans autorisation. Ils mangeaient leur collation sur le sofa du salon. Ils sautaient sur les lits où ils mettaient un désordre fou dans la maison. Ils disaient, j'ai beau leur répéter et leur demander d'arrêter, ils ne m'écoutent pas. Je dois veiller, je n'ai plus ma patience d'avant. Ils brûlent mon énergie. Grand-papa Fana était triste parce qu'il devait passer moins de temps avec ses petits-enfants et ne les gardait plus accouchés. Les années précédentes, le département de police de la municipalité de Grand-papa Fana avait affiché de nouveaux panneaux de signalisation routière, de sorte que la vitesse variait constamment de 30, 40, 50 km par heure. Dans chaque rue,
on trouvait de nouveaux dos d'âne ou des passages prioritaires pour les piétons. Ces changements ne plaisaient pas vraiment à grand-papa Fana qui disait « Dans mon temps, les rues appartenaient aux automobiles et les gens restaient sur les trottoirs. Il ne se préoccupait pas vraiment de tous ces changements et répétait souvent « Je suis à ma retraite, je ne suis pas pressé ». Pourtant, un policier lui a donné un constat d'infraction pour un dépassement de vitesse dans une zone de 30 km/h. Grand-papa Fana était vraiment très fâché. Il a dit de vilains mots qu'il n'aurait pas pu répéter devant ses petits-enfants. Il blâma tous les policiers, mais ne changea pas son comportement. Quelques semaines plus tard, un policier lui a remis un deuxième constat d'infraction. Cette fois, pour un arrêt fait un peu trop vite. Il a fait une autre grosse colère contre les contraventions et aussi pour son budget. Il a alors dit « J'ai autre chose à faire de mon argent que de payer les taxes supplémentaires. » Grand-papa Fana était un homme très futé et il savait apprendre de ses erreurs. Doucement, il devient plus observateur des nouveaux panneaux et modifia son comportement. Ainsi, il évita les contraventions. Cela lui donna une idée de génie à réaliser ceci. C'est à moi de modifier le comportement de mes petits-enfants dans ma maison en instaurant de nouvelles consignes claires. De plus, je vais prévoir des contraventions que je pourrai leur remettre en cas d'infraction. Il prit le temps d'avoir quelques enfants et ses petits-enfants pour leur expliquer le problème. Il leur a dit « Je vous aime et je veux continuer de m'occuper de vous. Mais certains comportements doivent changer chez moi. Je sais que vous êtes très futés. Après tout, vous êtes mes petits-enfants. » Il plaça quelques affichettes à des endroits stratégiques sur le réfrigérateur, par exemple. Il donna plusieurs contraventions et a subi quelques colères, mais il ne changea pas d'idée. Il leur répéta « Ce sont des nouvelles règles et chacun doit les respecter. » Doucement, il a vu des changements dans le comportement des enfants et a pu profiter à nouveau de bons moments passés en leur compagnie. Morale de l'histoire, la Fissette? Morale de l'histoire, il ne faut pas trop gâter les enfants. C'est ça. Et à un moment donné, il faut mettre les points sur les i et il faut savoir délimiter là où l'enfant doit aller, là où il ne doit pas partir. Très bien. Merci beaucoup pour cette histoire, tous les éléments qui la composent d'ailleurs. Nous allons boucler notre plateau dans les prochaines minutes. Je voudrais donc que vous nous donniez votre mot de fin, mais surtout, je ne veux pas que vous me disiez souvenir, non, d'accord, mais surtout en me disant juste un moment particulier qui vous a marqué, que vous avez partagé avec un de vos grands-parents, très très rapidement, hein. Pas de longues histoires, mais un moment particulier que vous voulez partager avec nous et qui fera office de mot de fin. Laurie. Merci. Alors, je me souviens, un jour, je participais à un concours. Et comme d'habitude, maman n'était pas au courant. C'était un concours de... Un concours de beauté. D'accord. C'est normal. Maman n'était pas au courant au début. Oui. En fait. Mais après, elle l'a su, elle me l'a dit. J'étais... Ah bon? Mais bon, le jour même du concours, je suis partie, parce qu'à chaque fois avant de sortir de la maison, ma grand-mère, elle tarde un peu à sortir de sa chambre. Alors, je pars dans la chambre, la saluer, lui dire que je vais quelque part, je reviens et tout. Mais le jour-là, je suis partie très tôt le matin, elle faisait encore sa prière matinale. Je suis partie et elle m'a pris la main. Elle a prié pour moi. Elle a prié, elle m'a donné des conseils. Ne sois pas stressée. Je sais que quand tu le veux, là, tu peux. Donc, ramène-moi cette couronne. J'ai dit. J'étais tellement émue. Je vous assure. J'en ai même eu les larmes aux yeux. Et je suis partie. Je suis partie et
Et la couronne? Je l'ai eu. Ah, c'est ça. C'était la finalité. Merci. Allez, Caleb, merci beaucoup. Mamie, je ne sais pas si tu te rappelles ce jour où de Lokossa, je suis venu à la sauvette juste un peu avant une pluie et que malgré la pluie, tu es sorti, tu as fait de la bonne cuisine et tu m'as servi comme un roi. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Merci beaucoup, mamie, et longue vie à toi. Merci. Elle est toujours en vie. Merci, Caleb. Nafisat. Même si ma mamie n'est peut-être pas une mamie gâteau comme papa Fana, elle n'était pas choquée de certains comportements. Oui. Par exemple, j'étais allée chez elle en vacances de quelques semaines et ma tante était surprise que je mange une baguette de pain. Et ma mémé, elle se disait que ce n'était rien. Ma tante était obligée d'appeler ma mère pour demander si vraiment je pouvais manger tout le pain. Et ma maman lui confirmait ça. Or, ma mémé n'a pas eu la même réaction que ma tante. C'était qu'elle te connaissait assez bien, finalement, Juliette. Eh oui, depuis quelques minutes, je cherche dans ma tête. Tu as cherché? Il n'y a pas de souvenirs. Il y a des souvenirs, mais je ne sais même plus quel souvenir choisir. Choisissez-en juste un. Je crois, je me rappelle un jour, j'avais fait une bêtise et ma mère était sur le point de me taper. Et pile, ma grand-mère avait ouvert le portail. Sauvé, alléluia. Merci beaucoup, Laurine Sidokwaou, Caleb Sossoupe, merci. Juliette Bidet et Claude Azalou Tigbe qui nous a appelés. Et bien entendu, Nafissatou Hassani, merci infiniment. Et si peut-être les frères et sœurs me suivent, je pense qu'ils garderont, ils sauront sûrement ce qu'ils gardent également, des grands-parents qui sont toujours là, toujours au rendez-vous quand vous avez besoin d'eux. Moi, je me rappelle tout simplement mes années université, quand vous êtes seul à Cotonou, que ce sont eux, les parents proches que vous avez, mais mon Dieu, vous êtes tout le temps avec eux et donc vous souffrez moins en réalité de l'absence des autres, des parents et donc vous êtes peut-être encore mieux pris en charge quand vous êtes avec eux. Merci infiniment de nous avoir suivis et suivez juste après moi, on fait un retour sur les images de la conférence nationale des forces vives du Bénin tout simplement et retrouver les images juste après le générique de la cour commune. On se voit demain.